Théâtre Marny. Nous allons dans les coulisses à la rencontre de Pitchi Banda. Nous avons un léger petit retard d'1 heure en espérant qu'on sera bien accueillis par ce conteur merveilleux. Bonjour Pitchi Banda. Oui. Excusez-nous pour le retard. J'ai fait une expérience terrible. Et c'est l'expérience qui a donné le titre de mon livre et de mon spectacle, Un fou noir au pays des Blancs. Eh bien, je suis allé dans le village et j'ai choisi une rue au hasard. Je me suis présenté devant une maison, j'ai sonné. Un homme de plus ou moins 55 ans a ouvert. Il m'a regardé et je l'ai regardé. J'ai fait comme on fait dans mon pays. Bonjour monsieur. Et lui, il a fait comme vous faites ici. Qu'est-ce qu'il y a monsieur? Qu'est-ce que vous voulez? Et je lui dis, moi c'est Pitchi Banda, je viens du Congo et je viens vous le dire. Il dit quoi? Je dis Pitchi Banda, originaire du Congo, j'habite le village, je viens vous le dire pour que vous sachiez que désormais, moi aussi, je suis là. Le monsieur me dit, vous avez quelque chose à vendre, monsieur? Je dis non. Vous voulez quelque chose? J'ai dit non. Je vois encore sa tête, hein. Comme quelqu'un qui s'était dit, ce sont des fous, j'en avais déjà entendu parler, mais là, j'en ai un maintenant devant moi. Et je fais exactement la même chose. Voilà que son voisin réagit différemment. Son voisin me dit, monsieur, vous voulez entrer chez moi? Je dis non, peut-être un autre jour. Et son voisin me dit, quand vous voudrez, monsieur. Je dis, ouais, c'est possible, je ne suis pas fou, hein. Ah oui, il m'a dit, quand vous voudrez. Et je suis rentré chez moi. Ce soir-là, j'ai passé une bonne nuit. Pour la première fois, je me suis senti exister. Ah oui, hein. Vous savez, l'identité de quelqu'un, ce n'est pas seulement ce qu'il est, c'est aussi la reconnaissance qu'il a des autres. Et j'estimais avoir cette reconnaissance dans ces deux familles-là. Mais disons que si jamais mon fils venait par hasard, je cherche papa, il tombe, je cédais là. Ah oui, Pitchi Banda, il habite là-bas. J'existe aussi par les autres. Et j'ai passé une bonne nuit. En fait, vous ne préparez pas vos spectacles ni vos discours en réalité. Vous voyez en fonction du public que vous avez et vous faites participer le public. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le premier spectacle, qui s'appelle Un fou noir au pays des Blancs, a eu un grand succès. Il a été joué plus de 800 fois. Et il y a des gens en Belgique qui sont venus le voir 1 fois, 2 fois, voire même 3 fois. Et quand je leur dis pourquoi vous venez 3 fois, ah, mais vous dites toujours des choses différentes et c'est toujours aussi intéressant. Donc je suis quelqu'un qui part d'une trame. Je me dis voilà, j'ai la colonne vertébrale, une sorte de table de matière. Mais quand je suis devant le public, je fais un effort pour voir à qui est-ce que je parle. Moi je pense que c'est ça, cette possibilité de pouvoir m'adapter à la salle, de rebondir sur des questions que les gens me posent. C'est peut-être ça qui fait que le spectacle a un succès parce que chacun qui y vient trouve quelque chose taillé un peu à sa mesure. Voilà le succès, le secret, pardon. Il était une fois des Africains chez eux en Afrique. Ils vaquaient à leurs activités quotidiennes. Ils ne savaient pas où se trouve au stand. Ils ne savaient pas qui est Léopold II. Mais pendant qu'ils vaquent à leurs activités quotidiennes, eh bien, à Berlin, on se partage leur continent. Et mon pays, la République démocratique du Congo, devient la propriété privée du roi Léopold II. C'est sa propriété privée. Hein? Donc, de la même façon que vous pouvez dire, vous, que vous avez un champ de 5 hectares, lui pouvait dire qu'il avait en Afrique centrale un champ de 2 345 000 km². Et il va envoyer des gens aller exploiter ça. Et puis, ces gens vont abuser de leur pouvoir là-bas. Et la Belgique va se révolter en 1908. Et Léopold II va céder alors le Congo à la Belgique en 1908. Et mon pays cesse d'être État indépendant du Congo à l'époque de Léopold II et devient Congo belge. Cette fois-ci, on envoie des gens plus ou moins bien intentionnés. Et ils vont pour civiliser les sauvages. Et ces gens viennent, ils font des prospections dans notre sous-sol. Oh là là, qu'est-ce qu'ils trouvent? De l'or, du diamant, du cobalt, du pétrole, et même de l'uranium. Et je vous signale que l'uranium qui a servi à fabriquer la bombe qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki, ça vient du Congo. Mais tout ça, il fallait exploiter. Et pour exploiter, on a besoin de mineurs. Et les Européens viennent chez nous et ils déplacent des populations. On va dans une province où on prend beaucoup de gens. Allez, venez travailler au Katanga, dans les mines. Et moi, je suis un descendant de ces gens-là, qu'on a pris du Kasaï pour aller travailler dans la mine. 1960, les Européens sont partis. Nous restons entre nous. Alors le problème commence entre nous. Nous qui avons été des descendants de mineurs, qui avons donc profité de ce que les Européens avaient apporté comme école, médecine et tout, eh bien, on était parmi les plus instruits. Et ça ne va pas arranger les autochtones. Et voilà la cause d'une épuration ethnique. On a eu une première colonisation, c'était les Européens, ils sont partis. Maintenant, on a les Kassaïens qui sont chez nous. Et les Katangais sont en colère et ils décident de nous mettre dehors. Voilà ce qu'on appelle épuration ethnique. Et moi, je suis psychologue. Je travaille dans la fameuse entreprise minière. Voilà qu'un matin, je vais entrer dans mon bureau des gens que je ne connais pas. Pitchi Banda, c'est qui? C'est moi. Eh bien, sortez, monsieur. C'est fini pour vous. Et voilà, je sors comme tant d'autres.
Et on se retrouve parqué à la gare en train d'attendre un train qui viendra avec un retard probable d'un trimestre. Et pendant ce temps, les gens meurent à la gare. Et moi, je vois un médecin sans frontières à la gare. Je lui dis, monsieur, comment ça va ici? Et il me dit, ça va beaucoup mieux, monsieur. Nous n'avons plus que 17 morts par jour. Et il est fier de son travail. Pendant ce temps, je circule à la gare. Et voilà une femme qui me voit. Elle me connaissait. Elle me dit, monsieur, des gens comme vous, vous voyez ça, que faites-vous? Oh là là, qu'est-ce que je pouvais bien faire? J'étais parmi les victimes. Mais non, que faites-vous? Eh bien, j'ai décidé alors de témoigner. C'était la seule chose que je pouvais dire à la face du monde, c'est que je voyais. Parce que les bourreaux, pendant qu'ils tuent, ils effacent les traces. Et moi, je dis, je vais être celui qui laisse des traces. Et j'ai laissé des traces. Et ça, le bourreau n'a pas apprécié. Hein. Et je me suis retrouvé sur la liste noire, eh bien, contraint à aller vers l'exil. Voilà pourquoi je suis parti en exil, moi. Donc, enlevez de votre tête l'idée selon laquelle, un matin, je me suis réveillé au Congo et j'ai dit à ma femme chérie, apprête les enfants, nous allons en Belgique. Là, on va nous donner l'argent du CPS, nous allons manger des produits blancs, nous serons très bien là-bas. Aujourd'hui, vous annoncez dans un village belge ou français, tiens, on va vous amener ici des gens qui viennent d'ailleurs. Mais les gens ne sont jamais contents. Hein. Mais une fois qu'ils m'ont écouté, ah oui, des gens comme vous, oui. Mais je dis, mais comme moi, pourquoi? Parce que vous m'avez donné la chance de vous parler. Laissez les autres venir vous parler. Vous allez en découvrir de meilleurs aussi. Vous voyez? Alors de l'autre côté aussi, c'est montrer aussi aux gens qui viennent d'ailleurs que les revendications que nous avons, il y a moyen de les dire aussi dans la paix, dans la joie et dans la bonne humeur. Hein. C'est un peu ce que j'ai fait. Hein. Je ne suis pas toujours tendre avec les Européens. Hein. Des fois, je dis parfois des choses difficiles. Mais je les dis tellement avec douceur, avec humour, avec finesse que eh bien, ça passe. Ça passe. Il ne faut pas chercher des affrontements frontaux. Ça ne nous avance à rien. Mais y aller par humour, eh bien, c'est une manière de respecter celui qui est en face de moi. Et c'est ce que nous faisons à travers nos spectacles. Maintenant, il va falloir sortir de l'aéroport. J'observe bien pour sortir. Qu'est-ce que je vois? 2 files de gens. Dans l'une des files, ça se passe bien, les gens sont respectés, ils sortent assez vite. Mais dans l'autre, contrôle des papiers, bousculade, fouille dans la valise. Et moi, je me dis, tiens, des gens qu'on respecte et d'autres qu'on ne respecte pas. Alors moi, cadre d'une entreprise, écrivain connu au Congo, père de famille, je pensais remplir toutes les conditions de respectabilité. Et je suis allé du côté où ça se passait bien. Voilà qu'il y a un monsieur qui vient vers moi. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Mais je fais la file, vous voyez bien. Il me dit, allez de l'autre côté. Je dis, mais non, hein, vous avez vu comment on se bouscule là-bas? Je préfère ici où il y a des gens respectables. Et lui me dira, monsieur, vous vous êtes regardé? Et là, je me suis regardé. Oh, pour la première fois, je découvre que je suis noir. Quand je dis ça à l'école primaire, les élèves me disent, monsieur, arrêtez d'exagérer. Avant, vous pensiez que vous étiez rouge peut-être. Hein? Et je dis non, avant, je ne savais pas que j'étais noir. Je pensais que j'étais un homme tout simplement. Vous, quand vous allez sur la route, qu'est-ce que vous dites, vous? Je suis monsieur Dupuis, ou bien vous dites, je suis monsieur Dupuis le blanc? Hein, je suis Rachel, ou bien vous dites, je suis Rachel la blanche? Et pourquoi vous voulez que moi je dise, moi je suis Pi le noir? Eh bien, vous êtes Dupuis, vous êtes Rachel, eh bien, moi c'est Pi, tout simplement. Est-ce que vous avez l'impression que le monde il devient de plus en plus égoïste? Le monde, est-ce qu'il devient de plus en plus égoïste? Je peux dire oui. Je vais dire oui. Pourquoi? Parce que qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse de l'Afrique, mais l'Afrique c'est loin. Parlons de l'Europe par exemple. Mais il y avait l'Europe des villages dans le temps. Hein. Dans le temps, dans les villages, il y avait un banc devant la maison. Hein. Un passant pouvait s'arrêter. Votre grand-père sortait son thermos. Il partageait le café qu'ils avaient ensemble. Hein. Les gens jouaient au bowling devant leur maison. Là, c'était quelque chose qui était comme ça, comme une vie sociale. Mais au fur et à mesure que l'individu, l'être humain va créer des choses, une voiture qui va plus vite, eh bien, on n'a plus le temps de faire un coucou à quelqu'un le long de la route, hein, où on fait des autoroutes, il faut aller dans un sens et dans un autre, on ne s'arrête pas à tel endroit. Ça devient tellement rapide que là, l'être humain, il ne se retrouve plus. Vous avez de plus en plus des endroits où les gens habitent un même immeuble, ils sont dans l'ascenseur, ils se regardent comme des chiens et chats, ils ne se disent pas bonjour. Hein. Regardez un peu dans le métro. Tu entres dans le métro, tu t'installes, quelqu'un vient en face de toi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le journal et il met un écran entre vous deux. Comme ça, vous ne vous parlez pas. Mais ça, on voit de plus en plus. Et même, je pourrais ajouter une chose. Ça, j'ai vu aussi en Afrique. Hein. Quelqu'un qui n'a pas une belle maison, qui est comme ça au village avec tout le monde, eh bien, c'est clair, c'est net. Bonjour, ça va? Et puis un jour, il a un peu plus d'argent. Il construit une belle maison. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va mettre un mur autour de la maison. Il va acheter un parlophone. Comme ça, la maison est bien grillagée, le parlophone est loin, à 20 mètres, tu arrives là, tu sonnes. C'est qui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il sait te répondre de la maison, il n'a même plus besoin de te voir. Et là, tu as la réponse de quelqu'un dont tu n'as pas vu le visage. Et nous allons de plus en plus vers des choses comme ça. J'appelle ça l'hypertrophie du jeu.
le jeu qui devient trop important par rapport au nous. Et moi, je suis là pour donner des spectacles dans lesquels j'ai envie de vous dire, est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite? Un autre jour, je reviens de Liège. Et alors, j'arrive tout près de Ottigny, le contrôleur de billets vient vers moi. Monsieur, votre billet de voyage, je lui donne le billet. Je le regarde, il me dit, monsieur, 23h, c'est trop tard, hein? À Ottigny, vous n'avez pas de correspondance. Je dis, oui, je m'en rends compte. Mais c'était un type bien, hein? Il voit bien que j'ai raté ma correspondance, mais alors il s'approche de moi, il me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Et là, j'ai réagi en africain, je lui dis une chose à la fois. D'abord, arriver à Ottigny et me poser la question là-bas. Pas faire comme les Blancs, qui se posent tellement de questions avant qu'ils ne savent plus jouir du moment présent. De toutes les façons, le train ne fera pas marche arrière. Donc, arrivons d'abord à Ottigny. Et j'arrive à Ottigny. Alors voilà mon problème à Ottigny. Un noir arrive dans une gare à 23h. Il n'a pas de correspondance, c'est l'hiver. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, pendant que je me pose la question, je regarde à 3 mètres de moi qui je vois, un ami à moi. Il s'appelait Rachid, d'origine marocaine. Il allait dans le même sens que moi. Donc notre problème se complique. Un noir et un arabe dans une gare à 23h. Ils n'ont pas de correspondance. Que font-ils tous les deux? Et moi, je m'adresse à mon ami Rachid. Rachid, nous n'avons pas de train. Rachid me dit, oui, je sais que nous n'avons pas de train. Je dis, qu'est-ce que nous faisons? Rachid me dit, il n'y a pas 36 solutions. Mon ami, nous marchons à pied. Je dis, non, hein, avec le temps qu'il fait dehors. Et Rachid me regarde, me dit, monsieur, ça fait combien de temps que vous êtes en Belgique, vous? Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre problème maintenant? Il dit, non, dites-moi. Donc vous voyez un noir, un arabe qui font l'autostop à 23h, et vous voyez un Européen qui s'arrête, qui les prend. Ça ne va pas la tête, monsieur. Je dis, écoute, Rachid, je n'aime pas qu'on t'école des étiquettes. Tu n'aimes pas qu'on m'école des étiquettes, alors n'en collons pas aux Européens. Donnons-leur la chance de voir s'ils vont nous prendre. Il me dit, tu appelles ça la chance? Je dis, ouais. Eh bien, on se met le long de la route. Et Rachid me prévient, puis je te donne 10 minutes. Si dans 10 minutes on ne nous a pas pris, je pars seul et je suis sûr que tu me suivras. Je dis, d'accord, mais ne sois pas si pessimiste quand même. Et on se met le long de la route. Et je vois une première voiture qui vient. Ce n'était pas méchant ce que j'avais dit, c'était tactique. Et je dis, Rachid, voilà une première voiture qui vient. Qu'est-ce qu'on fait? On cumule les deux malheurs ou bien quelqu'un parmi nous deux va dans l'ombre? Et alors je fais ça, et voilà la voiture qui s'arrête. Un jeune Belge. Je suis appris que c'était un scout et il s'appelait Frédéric. Monsieur, nous allons à Tangier-Sar. Je vois encore les sourires de ce jeune homme. Non, monsieur, je ne peux pas à Tangier-Sar, mais vu l'heure qu'il fait et le temps qu'il fait dehors, je veux bien faire un détour par là pour vous déposer. Et il nous a déposés. Et il nous a fait avaler nos préjugés, nous aussi, pour vous dire que les Européens gentils, ça existe. Hein? Mais ils font peut-être moins de bruit que les autres, mais ils existent. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil pour en fait être un guide comme vous? Le seul conseil que je peux vous donner, c'est-à-dire être à l'écoute. Vous avez des gens qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas la parole, qui se retrouvent au bas de l'échelle. Mais même s'ils sont au bas de l'échelle, peut-être que d'où ils venaient là, ils avaient une expérience qui mérite d'être partagée. C'est un peu ce que vous faites aujourd'hui en me donnant le micro. Eh bien, moi, je peux vous dire, donc, soyez attentifs, regardez autour de vous. Il y a des gens qui méritent tellement la parole. Et si vous pouvez leur donner cette parole, eh bien, un coup de pouce aura joué un rôle. Hein.